Certains disent que l'univers entier est une forme de magie. Et si les plantes, ces êtres silencieux qu'on côtoie tous les jours, en étaient des acteurs clés, d'une manière que notre époque a peut-être un peu oubliée? Hmm, c'est une pensée intrigante pour commencer. Oui, et c'est justement ce qu'on explore aujourd'hui. La botanique occulte. C'est une approche, disons, spirituelle, synthétique du végétal. Rien à voir avec l'analyse scientifique pure et dure qu'on connaît. Tout à fait. Une autre grille de lecture. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur des extraits d'un livre assez fascinant de 1901. Ça s'appelle Les plantes magiques, c'est de Sédir. On l'a trouvé dans la collection numérique de la BNF, Gallica. Un ouvrage pionnier dans ce domaine, oui. Notre objectif, c'est de plonger dans ces enseignements traditionnels, un peu hermétiques parfois, sur la nature cachée, les pouvoirs qu'on attribuait aux plantes. Bon, allons-y, explorons ça. Alors, ce qui frappe d'abord dans cette vision, c'est la cosmogonie hermétique qu'elle propose. C'est une vision très symbolique, qui cherche des liens cachés entre tout. D'accord. Elle part d'un chaos primordial, une sorte de matrice cosmique, qui est ensuite vivifiée par un feu, un principe générateur. Chaos et feu. OK. Et dans cette vision, toute chose dans la nature passe par trois grandes étapes. D'abord, la fermentation. C'est la naissance, un peu la confusion initiale. Mhm. Ensuite, la sublimation, la vie qui s'organise, qui se coordonne. Et enfin, la séparation, la mort, le retour aux éléments de base. Fermentation, sublimation, séparation. Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est que chaque plante, dans cette perspective, n'est pas juste un organisme biologique. Elle est vue comme une manifestation terrestre de ces grands principes cosmiques. Une sorte d'étoile terrestre, si on veut. Une étoile terrestre. J'aime bien l'image. Et cette idée, elle va loin, hein. On parle de sensibilité de la plante. Absolument. L'idée que la plante possède une forme de vie, de sensibilité, une âme même, elle est centrale. Et ce n'est pas juste Sédile qui le dit. Ah non. Non, on retrouve ça chez des penseurs antiques, Démocrite, Empédocle, et même des savoirs plus récents comme Fechner. Ah oui, d'accord. Et comment ils illustraient ça? Le texte de Sédiel utilise des analogies assez frappantes. La racine, par exemple, vue comme un estomac qui puise la nourriture. Logique. Les feuilles comme des poumons pour les échanges avec l'air. La sève, comparée au sang ou au chyle chez l'animal. Il parle même de respiration végétale. Comme un être vivant complet, en somme. C'est ça. Et là, ça devient encore plus particulier. Le livre mentionne les travaux de Reichenbach sur ce qu'il appelait l'ode. L'Odyssée. Qu'est-ce que c'est? C'était décrit comme une sorte de radiation invisible émise par les plantes. Et elle serait polarisée, positive au sommet, négative à la base. Intéressant. Une énergie propre à la plante? Exactement. Et cette idée de force cachée, de sensibilité, elle nous mène tout droit à un autre concept fondamental, la science des signatures. La science des signatures, qu'est-ce que ça veut dire? Le principe, c'est que l'apparence extérieure de la plante, sa forme, sa couleur, sa texture, n'est pas un hasard. Elle révèle ses vertus internes, ses propriétés cachées, et même ses liens avec les influences cosmiques, souvent les planètes. Donc, l'aspect de la plante serait comme un code. Une signature, littéralement. Et comment on le déchiffrait, ce code? Principalement avec une clé planétaire, un système à 7 entrées basé sur les planètes connues à l'époque. Plutôt que de toutes les détailler, on peut voir des contrastes. Oui, quelques exemples. Alors, par exemple, les plantes dites saturniennes. Elles étaient vues comme austères, sombres, à croissance lente, liées aux racines. À l'opposé total, on avait les plantes solaires, nobles, lumineuses, aromatiques, souvent considérées comme des contrepoisons. D'accord. Saturne, l'ombre, Soleil, la lumière, voilà. Ou alors une plante martienne, piquante, épineuse, parfois irritante ou même vénéneuse par excès de chaleur, selon eux. Et ça contrastait avec une plante vénusienne, associée à la douceur, à la beauté, aux fleurs abondantes, souvent sans fruits d'ailleurs. Mars, le guerrier, Vénus, la douceur. C'est très imagé. Tout à fait. Et cette lecture des signatures, c'était la clé pour comprendre les propriétés cachées et les usages possibles de chaque plante. Ça formait une sorte de pharmacopée symbolique. Une pharmacopée symbolique. Fascinant. Et j'imagine que ça a influencé beaucoup la relation entre l'homme et la plante, au-delà de juste manger ou se soigner. Ah oui, complètement. On sort de l'usage purement matériel. Le texte de Sédir parle par exemple de la transplantation des maladies, une pratique attribuée à Paracels. La transplantation des maladies, Hmm. qu'est-ce que c'était? L'idée, assez étrange pour nous aujourd'hui, c'était de transférer symboliquement une maladie humaine à une plante qui avait la signature correspondante. Comment ça? L'exemple donné, c'est pour un mal de dents.
on utilisait une plante appelée Senecio vulgaris, le sénesson commun. On frottait sa racine sur la gencive douloureuse, puis on replantait la plante. Et l'idée, c'était que la plante emporte le mal. Exactement. Comme si la plante agissait comme une sorte d'éponge énergétique qui absorbait la maladie. Ça montre bien à quel point on les voyait comme actives et liées à nous. Une éponge énergétique. C'est une image forte. Et il y a aussi cette mention très rapide de la palingénésie. Oui, c'est évoqué brièvement. C'est décrit comme l'art, supposé, de faire réapparaître le fantôme ou l'âme d'une plante à partir de ses cendres. Le fantôme d'une plante? Oui, c'est presque une curiosité alchimique, mais ça souligne bien cette croyance profonde en une essence végétale qui pouvait survivre au-delà du corps physique de la plante. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans la botanique occulte via ces dires? On retient surtout une vision du monde très différente de la nôtre. Oui, clairement. Une vision où les plantes ne sont pas juste des organismes biologiques, elles sont vues comme des êtres sensibles, connectés au cosmos, Hmm, dont l'apparence même est un langage, une signature qui révèle leurs secrets, leurs liens avec les planètes. C'est une perspective radicalement autre. tout à fait, et ça peut soulever une question peut-être pour aujourd'hui. Au-delà de l'intérêt historique, ou de la validité scientifique qu'on peut accorder ou non à ces concepts, Oui. est-ce que cette approche ancienne, cette vision holistique, symbolique, qui considère la plante comme un miroir du cosmos, et comme potentiellement sensible, est-ce qu'elle pourrait, d'une certaine manière, encore nous inspirer, enrichir notre propre relation au monde végétal, même à notre époque très scientifique? C'est une bonne question. Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion intéressante à laisser mûrir.